sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 31 mars 2022. Donc mes chers soins lucides, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite revue de l'actualité. Alors auparavant j'appelais ça la toilette zone. Donc là je vais essayer de me trouver un espèce de nouveau thème là, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des affaires qu'on n'aime pas le changement, mais il y a d'autres affaires à un moment donné qu'on essaye d'évoluer un petit peu. Et puis avec l'arrivée de mon nouveau site web maintenant, citoyenlucide.com, eh bien, en tout cas, je vais essayer de me renouveler un petit peu, mais en tout cas, fait que peut-être que pendant la vidéo, je vais penser à quelque chose, puis pendant mon montage aussi, je le sais pas, ça va être une surprise que vous aurez vu avant que je fasse ma vidéo ou ça ira dans une autre, peu importe. Alors, on va faire une petite revue de l'actualité aujourd'hui. Donc, je vais majoritairement utiliser les articles que j'ai en fait partagés sur mon nouveau site web parce que je fais déjà beaucoup de recherches là, pour en fait la rédaction de mes articles. Et puis, tu sais, je m'organise toujours aussi pour essayer là, de faire ça le plus concis possible pour pas que ça soit trop lourd à lire, là, puis que pour les personnes qui se donnent la peine d'y jeter un œil, en fait, qu'ils aient un maximum d'informations dans le plus court laps de temps possible. Alors, on va commencer notre revue de l'actualité aujourd'hui avec un volet international. Donc, ici, nous avons un article intitulé Les États-Unis vivent la plus grande invasion de migrants illégaux sous Biden. Donc, dans l'article, en fait, on y apprend que depuis l'entrée au pouvoir du président démocrate Joe Biden en janvier 2021, c'est déjà plus de 3 millions de migrants qui ont franchi illégalement la frontière sud des États-Unis. Entre octobre 2021 et mars 2022, cela représente près de 1 million de migrants illégaux. La situation risque de s'aggraver très prochainement avec la levée probable de la directive 42 qui avait été mise en place sous le président Trump au début de la pandémie de Sniffles et qui donnait le pouvoir aux autorités de l'immigration de renvoyer automatiquement les clandestins. Si l'administration Biden lève cet outil précieux, cela compliquerait le travail des autorités alors que 170 000 migrants sont déjà massés à la frontière. Biden a aussi promis de recevoir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens. Alors, si on poursuit un petit peu dans cette veine-là, donc nous avons ici Justin Trudeau qui a partagé un tweet qui dit en fait là, que le Canada a déjà accueilli, en tout cas, ou va accueillir jusqu'à 10 000 réfugiés afghans suite à, bon, on le sait, là, qu'est-ce qui est arrivé avec le retour des talibans au pouvoir, en fait. Donc, il y a eu là, un très grand exode là, des Afghans qui se sont sauvés de l'espèce de régime autoritaire religieux, en fait, des talibans, là. Puis ça, c'est sans compter, en plus, là, les autres, je ne sais plus combien de migrants ukrainiens que Justin Trudeau veut accueillir ici. Alors, puis là, bon, on a entendu d'autres affaires aussi que d'ici 2050, là, Trudeau, un moment donné, avait déjà dit qu'il voulait avoir jusqu'à 300 millions de Canadiens, alors qu'on est présentement 35 millions. Tout ça en accueillant tout plein d'immigrants qui viennent de partout dans le monde, en tout cas. Ça va être un petit peu difficile de faire ça, là. Mais la raison pour laquelle que je fais une connexion entre ces deux affaires-là, c'est que, bon, on va souvent entendre parler de l'histoire des mondialistes qui veulent remplacer la population de souche avec toutes sortes de monde qui viennent d'ailleurs, là, de d'autres cultures et de d'autres ethnicités. Le problème avec ça, c'est que, en fait, là, tu sais, ça, là, c'est toutes des histoires qui se tiennent pas debout dans le discours de l'extrême gauche, OK? C'est qu'effectivement, de vouloir accueillir toutes sortes de monde qui viennent d'ailleurs, traditionnellement, le genre de choses que ça faisait, c'est que ces nouveaux immigrants-là, en fait, habituellement, quand ça venait le temps des élections, ben, ils allaient majoritairement, en fait, voter pour le parti qui leur avait permis de s'en aller, en fait, là, au rêve américain, le rêve européen, le rêve canadien, si c'est une affaire de même comme ça l'existe, là. Mais là, l'affaire, c'est qu'avec la montée de l'extrême gauche, OK, et des idées radicales, en fait, dont la fameuse communauté flyée, OK, donc, tu sais,
Vous savez, les gens qui viennent d'ailleurs, là, ben eux, ils ont vraiment une culture, OK? Comparativement à l'Occident, qui est beaucoup maintenant influencé en fait par ce qui se passe aux États-Unis avec la montée là, des patentes transgenres puis de toutes sortes de trucs qu'on pourrait considérer comme des problèmes entre les deux oreilles en fait. C'est que là, l'extrême gauche essaye un petit peu de mêler tout ça, OK? Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, mettez-vous à la place, admettons, d'un Afghan qui fuit le régime des talibans parce qu'ils ont peur des talibans, ben c'est sûr que ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'ont pas non plus certaines valeurs qui sont extrêmement traditionnelles puis qu'on pourrait même considérer conservatrices dans le genre que eux, garde, ils veulent pas nécessairement changer leur mode de vie. Puis là, vous avez un paquet d'immigrants qui, la plupart du temps, en plus, se ramassent dans les grands centres parce que là, ils veulent pas nécessairement se ramasser en banlieue ou en pleine campagne ou dans des États où c'est le désert, là. Fait que là, ils vont tous se masser dans les villes où ce que c'est là qu'il y a principalement des problèmes avec la montée de l'extrême gauche, l'inclusion, les patentes là, des enseignants qui veulent donner des cours, en fait, là, de sexualité à des jeunes enfants au primaire, puis tout ce genre de choses-là. Alors, tu sais, si vous êtes un Afghan qui arrive dans ce genre de nouveaux patterns-là, je pense pas que ça va vraiment vous intéresser, OK? Au même titre que si, admettons, vous êtes un Ukrainien, alors, principalement, l'Ukraine, on ne se le cachera pas, ça doit être à quoi, là? 98% de gens caucasiens, russophones, ukrainiophones, européens de l'estophone, vous comprenez ce que je veux dire? Et ils ont effectivement, dans les grandes villes comme Kiev, entre autres, ou je pense Odessa, des universités qui accueillent de temps en temps là, des membres d'autres ethniques, OK? Sauf que ça reste que tu es 98% aussi majoritaire sur ta population. Alors, je vois pas très bien. Puis aussi, on sait que les Ukrainiens, ben c'est ça, ils ont une mentalité très, très russophile, en fait, que, tu sais, ils sont très conservateurs, sont très portés aussi sur... ils croient beaucoup à la religion, que ce soit, je sais pas trop, là, je pense que c'est l'Église orthodoxe ou en tout cas le catholicisme ou peu importe, là. Fait qu'ils ont quand même des valeurs de culture qui sont extrêmement ancrées. Alors, d'imaginer ici que les réfugiés ukrainiens, en fait, vont se ramasser en minorité dans des grands centres qui sont envahis par la mentalité de l'extrême gauche qui, en Ukraine, je pense pas que les patentes de transphobes, excusez, de transgenres puis tout ça, que ça fonctionne vraiment très bien. En fait, là, d'ailleurs, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec le conflit russo-ukrainien, que les gens qui se catégorisent comme étant transgenres, ben si à la base tu es biologiquement un homme puis que là tu te considères une femme, ben là l'armée de l'Ukraine s'en foutait. Pour eux, t'es un gars puis il faut que tu te battes. Fait que si tu sacques pas ton camp, ben t'es mal pris là. Alors, les Ukrainiens qui vont s'en venir ici et ou aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils s'attendent à en accueillir jusqu'à peu près 100 000, ben, je pense que les affaires de traditionnellement, les immigrants qui vont voter pour des Trudeau, puis des démocrates qui sont rendus de l'extrême gauche comme c'est plus possible, ben, je pense pas que ça va fonctionner. Alors, vous avez juste à voir aux dernières élections, entre autres en 2020 aux États-Unis, par exemple, dans l'État du Texas. Alors, on a vu que de plus en plus de latinos, en fait, d'origine, là, ils votent de moins en moins pour les démocrates parce que, justement, les latinos, c'est une autre ethnie, en fait, qui est très, très conservatrice et traditionnelle dans ses patentes. Au même titre que, voyez-vous, les gens qui viennent, bon, qui sont massés présentement aux frontières du Mexique puis des États-Unis, ben, tu sais, c'est des gens qui viennent du El Salvador, de la Colombie, même du Venezuela, ainsi de suite, là. Alors, ce sont des gens qui, quand ils vont arriver, par exemple, à Los Angeles ou à San Francisco ou même à New York, ben, ils vont peut-être un petit peu capoter, là. Alors, donc, je pense que éventuellement ces gens-là ne vont plus voter pour, tu sais,
traditionnellement, les démocrates, c'était du monde qui était quand même assez modéré dans leurs affaires. Donc, tu sais, mais là, à cette heure, c'est plus trop ça qui se passe. Donc, en tout cas, on verra si dans le futur, mon hypothèse se concrétise. Là. Ben, en attendant, à un moment donné, ben là, ce qui va se passer, c'est que là, on va recevoir un gros paquet de migrants qu'on ne saura pas où aller loger, alors que nous-mêmes, on a déjà des problèmes de logement. Fait que là, on va quoi? On va prioriser ces gens-là qui arrivent d'ailleurs, alors que la population de maintenant a déjà même pas de place pour se loger. En tout cas, anyway, ça, de toute façon, ça fait partie là, de la nouvelle réalité de l'extrême gauche communiste qui sait absolument pas qu'est-ce qu'elle fait, en fait, là. Alors, c'est ça. Donc, on va vivre tout ce genre de problèmes-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces immigrants-là qui, au même titre qu'on a vu dans les dernières années, surtout avec les confinements, qu'il y en a qui ont tout simplement fait le valise et qui ont décidé de retourner chez eux. Fait que, au même titre que les Ukrainiens qui vont venir ici, ben ça, c'est une communauté qui garde des contacts avec leurs gens qui sont encore chez eux, puis ils vont leur dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas un bon move de... Puis là, comment ça se passe la reconstruction chez nous, ça va pas pire. Ah ouais, bon, ben je pense que moi aussi, je vais m'en retourner chez nous. Alors, bref, on verra si le temps me donnera raison, là, mais vite de même, c'est pas mal ce qui me vient en tête quand que je vois l'ensemble de tout le portrait. Donc, un autre sujet qui concerne cette fois-ci le Canada surtout, et bon, on sait Justine Trudeau. Donc, nous avons ici un article. Élections Canada n'a pas été informé de l'accord libéral NPD visant à prolonger les jours de vote. Élections Canada a déclaré avoir été pris au dépourvu par la récente annonce du premier ministre Justin Trudeau selon laquelle les prochaines élections fédérales verraient les bureaux de vote ouverts pendant 3 jours au lieu d'un. L'annonce faisait partie de l'accord de confiance et d'approvisionnement des libéraux de Trudeau et du NPD de Jack Metzing, qui a vu le parti accepter de soutenir les libéraux jusqu'en 2025. Une partie de l'accord libéral-NPD comprenait également l'exploration de l'amélioration de la façon dont les bulletins de vote postaux, les mail-in ballots, sont traités tout en permettant aux gens de voter dans n'importe quel bureau de vote de leur circonscription. Bon, alors au même titre qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec les élections en 2020 aux États-Unis, donc on voit que les partis, en fait, c'est des nouvelles dictatures, nouveaux genres, là, comme le Parti communiste du Canada, en fait, là, qui veut au maximum essayer d'ouvrir la possibilité aux gens de voter par la poste, alors qu'on sait très bien que ce genre de vote-là, ça va majoritairement favoriser des partis comme celui de Trudeau, puis de Biden, puis de Macron, puis ce genre en fait, d'arnaque-là de l'extrême gauche, là, de mondialiste, en fait. Alors, c'est un petit peu ça. Donc, bref, alors c'est un article que je trouvais important de parler. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Mais bon, en tout cas, on verra si leur stratégie fonctionne. Là, on verra déjà, voyez-vous, ça a fonctionné en 2020 aux États-Unis. Mais là, l'affaire, c'est que les démocrates sont tellement virés sur le capot avec leur histoire de tellement virer trop à l'extrême gauche que là, ben, on s'attend possiblement à ce que les élections des midterms à l'automne prochain, ce soit une vague républicaine. Alors, c'est la même chose ici aussi. Donc, c'est sûr que si Trudeau reste au pouvoir jusqu'en 2025, puis qu'il fait tellement de dommages d'ici à ce temps-là, puis que là, à un moment donné, tout le monde crève de faim, bien là, rendu en 2025, les gens seront plus intéressés de revoter pour Trudeau, peu importe toutes les espèces de magouilles qu'ils vont avoir faites pour fourrer les élections. Alors, mais pendant ce temps-là, ben là, on n'est rien qu'en 2022, puis ça veut dire qu'on va avoir encore 3 ans à subir de la grosse misère, là. Mais tu sais, le communisme, ça n'a jamais été synonyme là, de prospérité non plus, hein. Le communisme, ça a toujours été l'appauvrissement, la famine, la violence, le peuple qui va pas bien, puis mélanger à ça toutes les patentes là, de maladies mentales de l'extrême gauche, ben là, en plus, ça va rien que faire que aggraver la situation.
Donc, restons au Canada et dans le régime de Trudeau. Alors, ici, un autre article. Les libéraux fédéraux cherchent à protéger le prix du carbone contre toute tentative future de l'annuler ou de l'abaisser. Cela pourrait inclure une législation visant à consacrer le prix de carbone et sa trajectoire ascendante dans la loi. Ou cela pourrait signifier la signature de contrats avec des investisseurs garantissant une compensation, évidemment avec de l'argent public, si le prix du carbone n'augmente pas comme promis, ce qui affecterait négativement leurs investissements. La promesse est faite dans le nouveau rapport sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre déposé mardi par le ministre de l'Environnement Stephen Guilbeault, qui affirme que la tarification du carbone est la pierre angulaire du plan d'action pour le climat du Canada. En 5 ans au pouvoir, le gouvernement de Justin Trudeau a doublé la dette du pays, les déficits ont battu des records et sont devenus structurels. Le mode de gouvernance des libéraux s'est radicalement plongé dans l'extrême gauche et a entraîné le Canada dans une tangente qui affectera durablement les générations futures. Le pacte récemment signé entre le Parti libéral et le NPD donne un pouvoir absolu à Justin Trudeau jusqu'en 2025. D'ici là, il aura amplement le temps de multiplier les décisions qui appauvriront la majorité de la population, ce qui alimente les théories du complot les plus sérieuses ou farfelues. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt. Ici, dans les articles que je peux de temps en temps partager dans ma section que j'ai intitulée Enquête. Donc, j'ai partagé un article là, Médias québécois survivent grâce à la Sniffles et aux subventions du gouvernement. Alors, écoutez, je ne vous lirai pas tout l'article parce que c'est quand même très long, là. Donc, en fait, là, ce que je fais, c'est une espèce de description du journal Le Devoir qui, hier ou cette nuit, en tout cas, peu importe, a en fait partagé un article qui s'intitulait « 1200 morts liés à la Sniffles depuis le feu vert de Legault aux assouplissements ». Alors, donc évidemment, c'est sûr que je fais un debunking là, de cet article-là en justifiant le fait que le Devoir a absolument besoin de la pandémie pour maintenir là, son financement et sa survie, entre autres. Alors, à la fin de l'article, voyez-vous, j'ai partagé une multitude de sources là, extrêmement fiables. Là. Donc, Le Devoir, Radio-Canada, Le Soleil, Journal de Montréal, Le Devoir, ici Radio-Canada, Le Devoir, nanana. Fait que là, c'est pas des patentes de complotistes que je vous parle, là. Alors, c'est des articles, en fait, qui nous montrent jusqu'à quel point que Le Devoir dépend vraiment des subventions du gouvernement. Alors, d'essayer de faire passer sur le dos qu'il y a eu des morts de la Sniffles, alors qu'on sait très bien qu'il y a une très grosse différence entre morts de la Sniffles et morts avec la Sniffles, et qu'en plus, de toute manière, ben là, ils parlent de... En tout cas, je ne sais plus trop c'est quoi leur période de temps, là, qui justifie, en tout cas, peu importe, c'est de la bullshit anyway, tout ce qu'ils disent tout le temps, là. Alors, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite d'aller lire cet article-là qui... c'est long, mais c'est pas tant long en bout de ligne, là. Puis qu'après ça, quand tu dis, ouais, finalement, Le Devoir... premièrement, ça fait pas vraiment pitié. Puis en plus, ça dit vraiment n'importe quoi. Alors, parlons un petit peu de la fameuse pandémie, donc pour faire changement, parce que ça fait encore malheureusement encore partie de nos vies. Donc, nous avons ici un article qui s'intitule « OMS, la thérapie génisation ». En fait, c'est la pfeizerisation reliée à des pertes d'ouïe. Bon, alors ça va faire partie, en fait, là, des effets secondaires que vous pouvez avoir, en plus de toutes les autres patentes qu'on a. Alors, il y a eu des recherches qui ont prouvé, en fait, que vous aviez un risque accru d'avoir des problèmes d'acouphène, là. Fait que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'acouphène, c'est quand vous avez toujours une espèce de silement dans les oreilles. Donc, moi, depuis que je suis tout petit, d'ailleurs, j'ai tout le temps de l'acouphène, là, surtout quand il n'y a comme pas de bruit, là. J'entends tout le temps une espèce de...
à un moment donné, on vient qu'on s'habitue à ça, là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'apparemment que la pfeizerisation peut effectivement augmenter le risque d'avoir ce genre de problème-là. Restons toujours dans les patentes là, de mesures de contrôle social qui ne fonctionnent pas sur un gros char. Là. Donc, j'ai vu ça passer sur Twitter. Alors, des experts disent que la guenille est sécuritaire et efficace pour prévenir la contamination de sniffles. Alors, quand vous lisez le titre en tant que tel, vous dites, OK, la guenille est efficace. OK. Mais là, l'affaire, c'est que si vous n'êtes pas nécessairement très, très pressé et que vous prenez le temps de lire l'article en question, ce que vous apprenez, en fait, c'est que, tu sais, l'OMS ne parle pas de la guenille en tant que telle. L'OMS parle là, du bec de canard, le fameux N95, comme quoi que lui peut être efficace effectivement pour éviter la transmissibilité de la sniffles. Mais je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui se promène avec des becs de canard. Là. Alors, ce que ça nous dit en bout de ligne, c'est que peut-être quoi, 98%, c'est pas 99% de la population se promène avec des guenilles bleues ou des guenilles en tissu qui ont maintes fois prouvé en fait que c'est pas efficace du tout. Alors, voyez-vous, c'est une certaine façon de faire du fact-checking. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller bien loin pour savoir la vérité. Vous avez juste, en fait, tout simplement ne pas vous fier sur le titre qu'on vous a donné, d'aller lire un petit peu l'article, qu'est-ce que ça dit en question, puis au bout de 30 secondes, finalement, ben, vous vous rendez compte que, finalement, 99% des personnes qui portent la guenille, ça sert à rien. Alors, voyez-vous, ça ne prend pas un diplôme en enquête journalistique pour comprendre des affaires. Et si, bon, parce que là, nous, on sait que nous sommes toujours présentement en état d'urgence au Québec, là, alors ça fait plus que 2 ans. Donc, on apprenait de ça une semaine ou deux, en tout cas, le projet de loi 28, là, qui ferait que il y aurait une levée de l'état d'urgence, en fait, au Québec. Mais là, l'affaire, c'est que, bon, ici, j'ai un article de TVA qui nous dit que, le gouvernement veut comme garder 5 arrêtés. Alors, dans l'article, on apprend qu'actuellement, il y a plus de 116 arrêtés. Là, donc, c'est comme toutes des espèces d'articles en question là, qui disent, bon, tel arrêté, c'est pour telle affaire, tel autre arrêté, c'est pour telle affaire. Donc là, vite de même, encore là, dans le titre, ça nous dit que le gouvernement va en garder 5. Mais là, l'affaire, c'est que quand on prend encore la peine de lire l'article, alors sur les 116 articles, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est comme d'en fusionner une méchante gang ensemble, puis de faire une espèce de grosse giblotte avec ça pour qu'en bout de ligne, ça n'en reste qu'à 5 arrêtés. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être une couple d'affaires qui vont être mises de côté, qui ne sont pas très importantes, mais ce que ça veut dire quand même, c'est que même si le gouvernement est prêt à faire certaines concessions sur des arrêtés qui ne sont pas très utiles, ben ils vont quand même s'organiser pour garder les plus importants et qui constituent fort possiblement la majorité du temps une patente pour continuer à faire du contrôle social. Bon, et une autre petite patente aussi ici que je vous invite à lire. Donc, Guerre au tabac, un échec. Donc, en fait, c'est un article que j'ai vu de la France qui nous explique grosso modo que le fait d'avoir augmenté les taxes, tout ce que ça avait fait finalement, c'est que ça avait augmenté évidemment le prix du tabac et que maintenant, il y avait plus de 25% des fumeurs, là, admettons, des consommateurs de tabac en France qui maintenant s'étaient rabattus sur les produits de la contrebande. Alors, au même titre, en fait, là, que bon, la légalisation là, de certaines substances illicites, comme par exemple la marijuana ici au Canada, bien évidemment, c'est sûr que si le Québec, par exemple, avec la SQDC qui essaie de se faire un monopole et qui continue sans cesse de toujours augmenter les prix, tout ce que ça va faire, c'est qu'éventuellement, les gens vont tout simplement se tourner de plus en plus vers les affaires de contrebande. Alors, quand on parle ici du tabac, je pense que je vous avais déjà parlé dans une autre capsule là, de Toilette Zone que, par exemple, en Nouvelle-Zélande, pour essayer, puis je pense au Danemark aussi qui veulent faire ça, pour essayer de décourager les gens de fumer. Ben là, pour les gens maintenant qui fument, ben là, c'est tel que tel, mais pour les générations futures, ben en tout cas, ces générations-là n'auraient pas le droit du tout de s'acheter de produits de tabac.
Mais là, l'affaire, c'est qu'évidemment, ça, c'est sur les lieux nationaux. Fait qu'il n'y a rien qui va empêcher nécessairement ces gens-là peut-être d'aller ailleurs puis de s'en procurer et ou de toute façon le marché noir qui va possiblement encore là s'ajuster à l'espèce de nouvelle réalité. Au même titre que il y a beaucoup de gens maintenant qui ne consomment plus de tabac, mais maintenant qui vont plutôt vapoter. Alors là, bon, ils vont-tu essayer de réglementer ça? T'sais, voyez-vous, c'est ça le problème des gouvernements, c'est qu'ils ajoutent toujours de plus en plus de lois et de réglementations, mais d'un autre côté, vous avez toujours la population qui est plus wise que le gouvernement, puis qui réussit toujours quand même à s'ajuster. Fait que vous avez juste à prendre aux États-Unis, par exemple, la grosse majorité de toutes les substances illicites sont toutes interdites par la loi et pourtant, il y a de plus en plus de consommation de toutes sortes de produits illicites. Alors, je fais exprès de le dire comme ça parce qu'on a certains mots qui sont quand même là, censurés. Là. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à cette capsule de Citoyens lucides, une espèce de nouvelle revue de l'actualité en utilisant mon nouveau site de citoyenlucide.com. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc je vous invite à aller le visiter. Donc, moi, ce que je fais en fait, là, c'est toujours évidemment de partager des sujets que je considère qui sont extrêmement pertinents pour comprendre la société et vers où on s'en va. Donc, j'ai vraiment toutes sortes de sujets parce que moi, je m'intéresse à toutes sortes d'affaires. Donc, comme je vous dis, j'essaie vraiment de faire des articles qui sont le plus courts possible pour que vous ayez le plus d'informations possible, puis pas que ça soit ennuyant. Et mon but, c'est d'être varié tout simplement. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Donc là, on est jeudi. Donc, ce soir, vous allez être en mesure de pouvoir me voir aussi, de m'entendre sur le podcast de Radio La Chine. Alors, encore là, si vous êtes intéressé, eh bien, c'est une invitation que je vous fais. Donc, sur ce, une bonne fin de journée et nous nous reprenons bientôt sur une prochaine capsule de Citoyens lucides. Bonne journée à vous. Bye bye.